programmation de Sherbrooke la semaine passée. On a un drôle de contraste. La semaine passée, on avait 75 personnes à Sherbrooke. Là, je pense je vois une personne arriver. Là. Merci pour le plus 1. Monsieur avec un chandail gris, lunettes rondes. Merci. Merci. Donc, on va commencer la soirée avec une présentation de Xavier Prudent, qui est à sa troisième occasion déjà à Citroën cette année. Merci Xavier pour ta présence. Je vais faire une présentation sur quand votre téléphone vous surveille. Et Xavier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est chercheur en physique des particules, aujourd'hui artisan de la donnée au service du transport collectif. Il est curieux de tout et maintenant un titre plus que nommé pour Citroën. Donc, je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Xavier Prudent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez déjà joué à Coucou, je te vois avec un enfant? Moi, j'ai une petite fille de 3 ans, là, c'est adorable. Ce mec fait coucou, elle est là, je la vois. Hein? Ok. J'ai besoin que vous regardiez votre téléphone. On demande rarement ça à les événements. Ok. Et mademoiselle avec le t-shirt rayé, vous avez combien d'applications sur votre téléphone? Un ordre de grandeur. 10, 50? Moins que ça? Moins que 57 ans. 30, ok, 30. Et vous? 35. 35? Ok. Vous savez, combien vous en avez? Un ordre de grandeur comme ça? Disons 60. 60, ok. Parmi les 3 personnes que j'ai interrogées, qui paye pour ces applications? Qui donne de façon régulière de l'argent ou alors a payé une fois? Elle dit ok, je donne $2. Ok. Et vous donnez combien à peu près? $2? $5? Ok. Souvent rien. Souvent rien. Souvent rien. Okay, donc on a à peu près 100 applications ici, juste avec 3 personnes. Est-ce que vous savez combien ça coûte de développer une application? Ok. Le chiffre peut varier. Le chiffre peut varier. Vous pouvez faire une application qui, honnêtement, aujourd'hui, avec les outils, vous pouvez faire une application $100, $1000. Finalement, très peu d'argent. Okay, si vous prenez des applications, l'application Transit, que je vous recommande, qui est une des meilleures applications que je connaisse, elle va vous aider à circuler facilement avec les transports en commun. Là, on parle de millions de dollars. Okay, elle est gratuite. Météo Média, gratuite. Okay. En moyenne, le prix d'une application, c'est $50 000. D'accord? Donc là, c'est comme si vous aviez quasiment en valeur technologique $150 000 dans votre téléphone. Puis vous n'avez pas payé pour ça. Alors, on se dit, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que... Pile. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les applications sont codées au Népal ou à Saint-Benoît-du-Lac par des gens qui, pour le bienfait de l'humanité, disent non, il faut absolument que tu connaisses ton signe astrologique, quelle activité aujourd'hui en fonction de ton cycle de menstruation. Tu sais, toutes ces milliers d'applications, qui c'est qui les code? Comment ça se fait qu'on ne paye pas et qu'on les utilise? Alors, je sais que la majorité, c'est parce que moi, je suis intelligent, je suis smart, là, je les utilise, mais gratuit. Je ne paye pas le premium. Vous voyez? Je vais vous décevoir un peu. C'est pas ça. Okay, il n'y a pas quelque part un Jean-Louis qui paye $10 000 pour toutes les applications. Ok. Je vous ai parlé de Météo Média. C'est une très bonne application made in Québec pour connaître la météo. Que vous la connaissez, vous l'installez et puis c'est très bien son travail. Si vous l'installez, puis vous regardez sorte de truc, là, okay, j'accepte, je n'accepte pas. Et puis là, ici, on va vous dire le partage de votre position exacte nous permet de garder en sécurité en vous offrant des alertes, okay, des prévisions, de nouveaux produits, pourquoi pas, des publicités personnalisées et des performances améliorées sur notre application. Le mot-clé, c'est des publicités personnalisées. OK? Ça a l'air tout bête, hein? Comment il faut? Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser une application de $1 million? La clé, là, c'est le GPS.
Aujourd'hui, un GPS, ça va même être plus petit que ça. Ce petit mignon, là, ça se glisse n'importe où, regardez ça. Là. Un petit machin comme ça, là, ça voit les satellites et ça vous dit avec une précision hallucinante où vous vous trouvez. Et quand vous acceptez, lorsque vous installez une application, de donner accès à vos données de géolocalisation, en fait, l'application peut, de façon régulière, dire, ben voilà, je suis là, je suis là. C'est anonyme, ok? Il ne faut pas oublier, c'est pas le Far West, il y a un cadre réglementaire, législatif, qui dit que vous devez être anonyme. Anonyme, c'est comme, je t'appelle X, elle s'appelle Y, Monsieur Z, ok? Donc voilà, Monsieur X s'est promené. Vous savez quelle ville c'est, là? Vous reconnaissez un petit peu? C'est Magog. Ouais. Vous voyez le lac de Magog, ça c'est des points. Okay. Ce sont des données que j'ai achetées. Je travaille dans le transport en commun, j'ai acheté des données et chaque point que vous voyez là, c'est un appareil. Et vous voyez que la précision est hallucinante. On n'a pas besoin d'être un expert en urbanisme pour se rendre compte qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de monde. La grosse tache là-bas, c'est Canyon Tire avec le Walmart, là, pour ceux qui connaissent. Et puis au milieu, vous avez la rue principale avec la marina. Okay. Donc c'est très très précis. Ce que je veux dire, c'est que les applications savent que ce soir vous êtes au ciboire. Okay. Comment on fait de l'argent avec ça? C'est quoi l'intérêt en fait de ces données de géolocalisation? Mais il faut se rendre compte que là, vous rentrez dans un gigantesque pipeline de production, de commercialisation. C'est un marché gigantesque. Quel est l'intérêt? Prenez cette sympathique famille. Chacun a un téléphone ou un appareil GPS, il ne faut pas oublier, ces petits machins, on les glisse n'importe où. Vous, ce soir, on sait que vous êtes allé au ciboire. Et on la connaît, la clientèle du ciboire. On sait que c'est un peu ça, des jeunes avec un certain niveau de revenus, ça aime bien boire, rigoler, tout ça. Okay. Donc vous rentrez en fait dans une certaine classe de profil. Si jamais vous allez, je ne sais pas, au gym par exemple, on sait que vous êtes sportif. Donc derrière, Monsieur Météo Média peut prendre ces données et faire, bon ben voilà, Monsieur Z, je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il aime aller au gym. Puis vous allez avoir par exemple Decathlon qui est arrivé, qui fait, il faut qu'on lui envoie de la pub. Il faut absolument on a une nouvelle marque de chaussures, hein, il faut qu'il le sache. Donc, on vous l'envoie. Et c'est pour ça que vous allez recevoir de la publicité pour des runnings et pas pour des serviettes hygiéniques. Parce que c'est impressionnant avec les données GPS. Imaginez que, on sait que vous allez au gym. Donc, on sait que vous êtes sportif. On sait que vous allez régulièrement à la Tour des Jardins. Donc, probablement, vous y travaillez. Puis, on sait bien que les gens qui travaillent à la Tour des Jardins, ils ont de l'argent. Hein. Okay. On peut savoir que vous allez au golf, ou à l'église, ou à l'école. Ah, vous allez à l'école, vous êtes des enfants. On fait de la pub pour les enfants. Et puis, on sait dans quel code postal vous habitez, parce qu'on sait où vous revenez. Je ne sais pas pour le Canada, mais aux États-Unis, le code postal, c'est pas mal corrélé avec la couleur de peau. Donc, on est capable de savoir si vous êtes noir ou blanc. Mexicain, enfin bon. Okay. Puis là, normalement, à ce stade de la présentation, il y a comme une espèce de malaise qui s'installe, c'est tout à fait normal. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est strictement interdit. Parce que j'imagine que normalement, là, il y a probablement un de vous là, qui est en train d'appeler le musée du Louvre à Paris. Bien, monsieur, on aimerait louer une douzaine de guillotines pour mettre Monsieur Météo Média. Et puis, okay. Et là, mollo, là, d'accord? Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce qu'en fait, tout ce système-là est un équilibre. Bien sûr, ce sont des entreprises qui veulent faire de l'argent, et puis c'est mal et tout ça, d'accord. Et c'est un équilibre, parce qu'effectivement, il y a la volonté de faire de l'argent, mais vous avez aussi de l'autre côté énormément de pouvoir très fort pour limiter tout ce qui peut mal se passer. Quand je dis des contre-contraintes, vous avez la législation, donc il y a ce qu'on appelle le RGDP, qui est une législation européenne extrêmement stricte,
qui interdit le profilage. Donc, quand je vous dis, oh, tiens, on va prendre Monsieur Z, ah, on va M. Z, on sait qu'il va au gym, qu'il habite là, qu'il gagne tant, qu'il est OK. Ça, c'est interdit. D'aller chercher l'identité d'une personne. Et puis de rendre, ce sont des données qui sont sensibles, donc de les stocker n'importe où, n'importe comment, sans protection contre la cybercriminalité, ça aussi c'est interdit. Au Québec, on a la loi 64 qui est encore plus stricte. Okay, et puis chaque pays a plus ou moins ses législations là-dessus. Il y a également des actions plus citoyennes. On a des lanceurs d'alerte, on a des gens qui testent le système, tant mieux. Donc tout ça, ça fait en sorte. Vous avez aussi le signal intersens interdit, c'est que les entreprises elles-mêmes se donnent des limitations. Les contraintes les plus fortes que j'ai vues, c'est assez curieux, mais c'est dans les fournisseurs de données. Parce que je dis, moi, je vais en acheter de ces données-là. Je suis consommateur de ça. Et quand je regarde ce qu'ils nous interdisent de faire avec ces données, on dépasse même des fois le cadre de la législation. Alors, pourquoi il ne faut pas importer des guillotines? J'explique. Vous vous rappelez de cette image-là? Okay. La ligne rose, c'était le programme de Valérie Plante, projet de Montréal, avant qu'elle arrive. Okay. Et puis, donc en substance, en fait, ils voulaient créer une nouvelle ligne de métro. Je vais vous donner un secret d'expert de transport en commun. Une fois que vous avez fait construire une ligne de métro, il vaut mieux pas que vous vous trompez, parce que ça ne se déplace pas. Vous voyez, si vous avez fait le tunnel, là, très honnêtement, un projet comme ça, je le regarde, je peux tout de suite vous dire qu'on est au-dessus de 10 milliards de dollars. D'accord? C'est à la fois beaucoup d'argent et peu, mais bon, quand même, hein, on ne va pas être déçu. Hein. Comment on sait si ça marche? Vous savez comment on l'a construit et puis on teste? Si on était au 19e siècle, oui, probablement, c'est ce qu'on ferait. De toute façon, on sait où sont les ouvriers, on sait où sont les usines, hein, enfin, entre les deux. Aujourd'hui, la population bouge plus, la population a beaucoup plus d'attentes. Comment on sait quand on veut améliorer un service? Et puis là, on parle de Montréal, une ville qui a de l'argent. Si on parle de Sherbrooke, si on parle d'une MRC, si on parle même des fois d'un parc naturel, ils n'ont pas les moyens de faire des sondages, de faire des comptages. Et c'est là, en fait, que toutes ces données de géolocalisation qui sont utilisées pour la publicité peuvent aussi avoir un impact extrêmement positif pour le transport en commun. Parce qu'avec ces données-là, on va être capable de savoir, oui, vous allez de là à là, mais le but, ce n'est pas de vous envoyer de la publicité ou de vous surveiller. Le but, c'est de savoir quels sont vos besoins. Et de cette façon-là, vous façonnez votre environnement par votre comportement. Vous ne dites pas, ouais, moi je veux aller au gym. Non, non, tu y vas et naturellement, on sait que tu vas avoir besoin d'y aller. Et quand on va faire des simulations de transport en commun, de dire qu'est-ce qui se passe si on fait une ligne et cette ligne et un autre arrêt, et puis on va se rendre compte que non, ça marche mieux. Et beaucoup de projets actuels comme le tramway de Québec, le REM, font appel à ces données-là. Ce qui assure aussi qu'on a des résultats qui sont les plus récents possibles. Je vous ai parlé des transports en commun, mais de façon générale, on a une explosion de la taille des villes dans le monde. Ça, si je ne me trompe pas, c'est Tokyo. C'est sûr que j'ai pris un exemple pas mal balèze, okay? Mais des villes de cette taille-là, il n'y en a pas juste 2 dans le monde. Et quand vous devez gérer une ville comme ça, on parle du transport en commun, mais vous pouvez imaginer l'utilisation de l'usage urbain. Et puis, dans ce cas-là, toutes ces données de géolocalisation qu'on avait envie de guillotiner, elles deviennent d'un coup nécessaires pour les gestionnaires de les avoir. Et le paradoxe, en fait, dans tout ça, c'est qu'au final, on retombe sur la question de la philosophie morale. C'est-à-dire qu'on est sur la technologie du futur, qui est plutôt la technologie du présent, même d'ailleurs, mais on arrive finalement, on a besoin d'un outil qui nous dise qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça, en général, on est assez dépourvu parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'université quand vous faites des études en informatique. Et pourtant, quand on est data scientist, quand on est analyste, on arrive aujourd'hui à ce genre de questions. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là.
question pour Xavier. Yes, sir. J'ai lu récemment que la raison pour laquelle on reçoit des fois, on a l'impression d'un sel qui nous écoute, c'est parce que justement, on utilise des données de géolocalisation pour savoir avec qui on va parler du temps. Puis, admettons, mon ami a cherché, je ne sais pas, un appartement dans Outremont, ben là, tout d'un coup, moi, je vais regarder, je vais avoir un exemple un peu genre de base, là, mais je me demandais comme qu'est-ce que tu fais sur ça, sur comment, est-ce que le téléphone écoute? Oui, je pense que, non, en fait, la réponse c'était le téléphone n'écoute pas parce que c'est des données de géolocalisation, mais est-ce que c'est vrai? Oui, alors, ça, c'est un sujet qui revient souvent. C'est comme la dernière fois, on avait, est-ce qu'on peut être sous en buvant une paille, en buvant l'alcool avec une paille, tu sais, et puis c'est ce genre de sujet qui revient souvent, et puis très sincèrement, j'ai entendu tout et son contraire. Il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est possible, d'autres qui m'ont dit non, c'est pas possible. De ce que je connais des entreprises, je pense personnellement, mais c'est juste une opinion qu'ils ne le font pas. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Attention, c'est possible et je sais qu'ils le font pour améliorer l'utilisation, comme par exemple la commande vocale, pour vous comprendre quand vous parlez. Ça, c'est sûr qu'ils le font. Par contre, est-ce qu'ils le font à des fins de publicité? Ça, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils sont capables de savoir qu'effectivement, on a parlé de pyjama? Effectivement, ils sont capables aussi de coïncider les téléphones entre eux. Par exemple, on est tous réunis ici pendant 30-40 minutes, très probablement sur votre profil Facebook. Tu vas recevoir « Hey, est-ce que tu connais mademoiselle au chandail rayé ?» Je dirais « J'en ai vu. » « Non, tu étais aussi boire. » Tu vois? Donc, ils sont capables, effectivement, de fonctionner aussi en comparant les positions les unes par rapport aux autres. Ouais, est-ce que c'est seulement les applications qui font ça ou bien, tu sais, mettons, là, en se connectant sur le Wi-Fi du ciboire, est-ce que le ciboire collecte nos données et les revend après ça? Il faudra demander. Mais je sais que ce qui se fait aussi, c'est qu'en fait, il y a des systèmes qui te permettent, quand tu te connectes, en fait, tu vas donner accès à ton profil public, par exemple Facebook. Donc, tu as des entreprises en fait, qui te proposent des services en disant que tu peux connaître ta clientèle. Et ça veut dire qu'ensuite, ils te donnent accès au Wi-Fi et ensuite, ils prennent aussi tes données publiques de façon à comprendre, OK, bien, par exemple, quelle est la fraction d'hommes et de femmes, qui sont les riches et les pauvres, comment ils savent, Android, iPhone. Comme ça qu'on distingue les pauvres des riches. Ça fait mal, hein? Mais c'est vrai, vous regardez la proportion d'iPhone et d'Android, c'est la meilleure métrique du monde. Donc je ne sais pas s'ils le font ici, mais il y a certains endroits où ils veulent connaître précisément leur clientèle et il y a des outils comme ça. Pour une courte question. Sinon, on a dépassé un peu, donc malheureusement, mais les gens vont pouvoir poser des questions à la fin. Ouais. Et n'hésitez pas aussi sur le Streamlab chez vous êtes nombreux. Bonne applaudissements.